Depuis quelques jours, en libre accès sur le site web public Géoportail, il est possible de se promener dans la France du XVIIIe siècle, plus précisément dans la carte de Cassini, la première représentation cartographique du royaume de France, établie en 1744 et complétée pendant les décennies suivantes. Une œuvre colossale, magique, qui dessine la France sur 181 feuilles, qui mise bout à bout mesure 12 mètres de long sur 11 de large. Grâce à cette numérisation en continu, il est possible donc de naviguer entre les clochers, les moulins et les chemins représentés et peint à l'aquarelle. Alors que permet cette numérisation continue? Comment la carte de Cassini a-t-elle façonné notre représentation du territoire? Pour en parler, deux invités ce soir. Bernard Bèze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de la cartothèque de l'Institut national de géographie. Vous êtes aujourd'hui retraité. À vos côtés, Evnet Chin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, conservatrice générale et directrice du département des cartes et plans à la Bibliothèque nationale de France. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Monsieur Cassini disait, moi, ce que je veux, c'est représenter ce qui est immuable sur le territoire de la France. Et ce qui est immuable, c'est d'abord les points hauts. Et qu'est-ce que sont d'abord les points hauts? Ce sont les clochers. Et c'est pour ça que la carte de Cassini, c'est vraiment une carte de clochers. Mais il rajoute tout de suite, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'apporter aux Français les moyens de mieux communiquer et de faire circuler les hommes et les marchandises. C'est-à-dire que sur la carte de Cassini, vous trouvez de très nombreuses précisions de tuileries, briqueterie, les moulins faisaient vivre une localité, les mines, les carrières. Vous voyez, donc Cassini avait une vision beaucoup plus civile, si j'ose dire, que le roi. Monsieur Cassini a voulu représenter l'immuable. Bernard Bèze, est-ce qu'il y est parvenu? On imagine que oui, mais surtout par quels moyens? Alors, Cassini avait beaucoup de mérite parce que à l'époque, les moyens techniques n'étaient pas ceux qu'ils sont devenus aujourd'hui. Que ce soit pour l'observation du territoire, on n'avait pas cette vue de dessus dont on dispose depuis l'invention de l'aviation, de la photographie aérienne, etc. Et puis pour le traitement des données géographiques, il fallait faire les calculs à la main, enfin il n'y avait pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Alors comment est-il arrivé ? Il est arrivé. Alors, d'abord, quand on dit Cassini, c'est pas un Cassini, c'est une dynastie de 4 Cassini qui se sont succédés de père en fils sur 4 générations. Evnet Chin. Non seulement il y est arrivé d'une manière extrêmement fugace, mais en plus, c'était pas sa mission. Sa mission, c'était celle de montrer une image unifiée du royaume. Et pas forcément... Enfin, c'était à la fois de montrer une carte générale, donc unifiée du royaume, et une carte particulière qui, grâce à une échelle moyenne, permettait d'entrer dans tous les détails du territoire. Mais sa première mission, c'est l'unification. C'est la centralisation. C'est une mission évidemment politique. On va revenir sur cette histoire avec vous deux, mais d'abord, je voudrais que vous releviez le défi, chacune, chacun, de décrire cette carte, de la donner à voir aux auditeurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime tant parler de cartographie à la radio. Evnet Chin, je sais que la partie que vous préférez sur cette grande carte, c'est Paris. Alors décrivez-nous Paris en ce siècle. Disons que j'ai choisi plutôt la première feuille qui soit parue. Celle de Paris, elle nous permet de nous promener dans cette ville un peu avant la Révolution française, une ville qui nous surprend déjà parce qu'elle est parcourue d'un fleuve qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. La Seine comptait beaucoup plus d'îles que celle d'aujourd'hui. C'est une ville qui déborde, qui commence à déborder de ses remparts, de ceux de Charles V. C'est aussi la ville que nous racontent les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier ou plus proche de nous, de l'historienne Arlette Farge dans l'ouvrage Vivre à Paris, vivre dans la rue au XVIIIe siècle. Et c'est très sensible dans cette carte aussi parce que voilà, c'est un cuivre colorié et donc avec des détails très très
précis des bâtiments, de la toponymie. On voit cette carte d'avant la Révolution et évidemment d'avant Haussmann. J'allais parler justement de la toponymie. La toponymie est extraordinaire. On reconnaît déjà le nom de certains quartiers parisiens. D'ailleurs, on reconnaît le nom sur l'ensemble du territoire français de nombre de villes. Moi, j'ai retrouvé ma ville d'enfance. Quelle est, vous, Bernard Bèze, la partie de cette carte que vous appréciez? Est-ce que c'est une partie d'ailleurs ou la totalité, l'ensemble de cette carte-là vous fascine? Moi, c'est l'ensemble des 180 feuilles de Cassini. D'une part, parce que c'était la première fois au monde qu'un pays était décrit avec autant de détails et autant de feuilles pour le représenter. Vous avez dit tout à l'heure que ça faisait 12 mètres sur 12. Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais encore élève ingénieur à l'École nationale des sciences géographiques, c'était l'exposition qu'il y avait eu à Beaubourg en 1978, qui s'appelait « Cartes et figures de la Terre », et dans laquelle le scénographe Rulio Macchi, qui était un Italien, c'est pas tout à fait un hasard, avait assemblé justement ces 180 feuilles, la partie nord en mural et la partie sud au sol. Et donc on avait l'ensemble de la France et on pouvait marcher dessus, et c'était fabuleux à tel point que l'IGN a récupéré ces cartes et que moi-même je les ai réassemblées dans la cour de l'espace IGN rue La Boétie à l'époque, et que ultérieurement, 20 ans après, on a fait un autre assemblage pour la mission en 2000, place du Carrousel du Louvre, sous la pyramide inversée, où on avait tracé également, puisque c'était l'an 2000, la méridienne verte, puisque c'était le projet de planter 10 000 arbres sur le méridien de Paris, méridien qui est la colonne vertébrale de cette cartographie française depuis Cassini, mais qui a continué de l'être du temps des officiers d'état-major au siècle suivant, et encore du temps de l'IGN au XXe siècle, et qui continue d'être l'axe central de la cartographie, ce fameux méridien de Paris. Bon, alors venons-en justement à l'histoire de cette carte, l'histoire de cet objet dont on parle là déjà depuis une dizaine de minutes. Ève Netchin, vous l'avez dit, le projet au départ est politique, la volonté est de centralisation. Racontez-nous pourquoi, et pourquoi est-ce que l'on confie à Cassini lui-même ce projet-là? Alors, il ne faudrait pas avoir une vision qui placerait... Bien sûr que la méridienne et la triangulation de la France est un outil indispensable pour la réalisation de cette carte générale, mais... il n'y avait pas d'intention au départ de réaliser la carte. C'est un nouveau choix. Enfin, longtemps, on a vu cette histoire comme continue. Les recherches les plus récentes, celles qui ont porté sur les archives de cette carte, qui sont conservées aujourd'hui encore, ou pendant quelque temps, avant de rejoindre les archives, qui sont conservées à l'Institut géographique national, à l'IGN, bien sûr, à l'IGN, montrent à quel point ce n'est pas une intention de départ. La France est la première à réaliser cette triangulation. L'Angleterre suivra pour des moments isolés et puis pour un projet général concernant le royaume britannique. Confier à Cassini, ça voulait dire confier à cette famille d'immigrés italiens, et oui, les immigrés, qui ont, en 4 générations, réaliser chacune des étapes que constitue cette carte. D'abord la triangulation dont on parlait, la méridienne, la triangulation, puis l'ensemble des 180 feuilles avec évidemment une technique et des points de vue qui sont profondément évolutifs. Ce n'est pas un objet immobile. Bernard Bèze, il y a un mot qui a été employé à plusieurs reprises, celui de triangulation. Expliquez-nous de quoi il s'agit et surtout pourquoi c'est une prouesse à l'époque. Alors, au départ, le premier Cassini était astronome du pape, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les GPS, évidemment. Pour se situer à la surface de la Terre, on s'appuyait sur quoi? Sur les étoiles. Le premier Cassini, c'est-à-dire la première génération. C'est Giovanni Domenico Cassini, le premier, celui qui a vraiment été débauché par Louis XIV pour venir à l'Académie des sciences et diriger la construction de l'Observatoire de Paris, et en devenir directeur, charge que prendront ensuite
ses descendants sur les 3 générations suivantes. Donc la première étape qu'on apprenait, nous, à l'école des sciences géographiques, c'était l'astronomie. Ça se faisait en Provence à l'époque pour la pédagogie, parce que le ciel est clair dans cette région-là. Il y a l'observatoire aussi de Provence. L'étape suivante, ça a été le 2e Cassini, qui a été le géodésien, qui a fait la mesure, qui a continué du moins la mesure du méridien entre Bourges, où s'était arrêté son père, et Perpignan. Ça fait quand même une sacrée distance, ça a duré 18 ans. Et puis au nord, ça a été fait par La Hire, qui était le fils de La Hire père, qui s'était arrêté lui à Béthune, et donc qui a continué jusqu'à Dunkerque, de façon à avoir de Dunkerque à Perpignan toute la chaîne de triangles. Alors ces triangles, pourquoi à l'époque on savait très bien mesurer les angles à l'intérieur de triangles de plusieurs kilomètres de côté. Et puis, il y a une formule trigonométrique assez simple qui permet, une fois qu'on a mesuré une base, de déduire toutes les longueurs de tous les côtés du triangle. Et donc, par rabattement, calcul, etc., on arrive à connaître la position de chaque sommet de triangle précisément. Et donc, c'est cette méthode qui a été appliquée à l'ensemble de la France successivement. Je voudrais vous faire entendre la voix d'un cartographe. Il s'appelle Loïc Boissier et il va nous parler de l'utilisation des couleurs sur la carte de Cassini. J'aime bien aussi parler de la proximité entre la cartographie et le théâtre. On parle d'une représentation quand on parle d'une carte. C'est le même mot qu'on utilise au théâtre. En fait, on essaye de vous raconter le réel par le truchement de quelque chose qui est totalement artificiel, comme peut l'être une représentation théâtrale. Et il faut vous emporter, il faut que vous croyiez à nos codes pour tout d'un coup vous évader dans la carte. Et là, je me rends compte que si on veut avoir un récit complexe, finalement, les codes couleurs sont quand même les meilleurs. Le vert dit la végétation, le bleu dit la présence de l'eau. Et donc après, il nous reste peu de couleurs pour raconter le bâti, parce qu'en fait, c'est une des dernières données qui constitue une carte, c'est le bâti. Le bâti, chez Cassini, il n'est pas majeur et effectivement, il est simplement rosé parce qu'effectivement, le rose, c'est pas tellement une couleur qu'on trouve dans la nature vue d'avion. Moi, je l'ai utilisé en violet pour signifier l'architecture remarquable du XXe siècle, en orange pour dire les lieux culturels, en un rosé pour dire les monuments historiques et ainsi de suite. Les couleurs de la carte de Cassini, c'est vrai qu'elles frappent lorsqu'on la parcourt sur le site web public Géoportail. Evnetine, vous avez mentionné tout à l'heure le cuivre qui a aussi une dimension centrale sur cette carte. Expliquez-nous pourquoi. En vérité, cette carte en couleur est d'abord une carte produite en noir et blanc qui est gravée à partir de cuivre sur lequel est appliqué, qui permettent d'imprimer la feuille de papier. Les exemplaires sont essentiellement en noir et blanc. Certains sont coloriés à la main, à l'exemplaire ou pour un faible nombre d'exemplaires. Quel est l'usage fondamentalement de cette première carte du territoire national, de cette carte de Cassini, Bernard Bèze? Est-ce que c'est d'abord et avant tout, comme les cartes le sont souvent, un objet à disposition ou à vertu militaire, ou on en fait un usage extrêmement différent? Alors il y a un usage multiple, puisque l'ordre de cartographier avait été donné par Louis XV au 3e Cassini sur le champ de bataille des Flandres, puisqu'il avait fait un premier test de cartographie détaillée dans cette région. Et Louis XV lui a dit je veux que la carte de mon royaume soit levée de même. Prévenez monsieur de Machaut, qui était l'intendant des finances à l'époque, puisqu'il faut de l'argent pour financer ses travaux, évidemment. Un usage militaire, donc d'abord, dites-vous? Un usage militaire, mais en 1756, quand paraît la première feuille de Paris et de Beauvais, les deux premières feuilles, éclate la guerre de 7 ans. On ne sait pas qu'elle va durer 7 ans, mais ce qui est sûr, c'est que les crédits sont coupés, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour mener tous ces projets. L'État arrête de financer la mise en œuvre de cette carte. Alors, royalement, Louis XV fait don de tous les instruments en possession des opérateurs, mais par contre, il faut que Cassini
Cassini trouve un moyen de financer, donc il monte la société Cassini, où il y aura des actionnaires qui seront Madame de Pompadour, le duc de Noailles, le prince de Soubise, etc. Et puis des savants tels Buffon, Montalembert, qui vont cotiser en fait pour que cette carte aille au bout de sa réalisation. Et donc c'est une société civile, et la carte sera vendue au public 4 livres quand elle paraîtra, mais encore faut-il la réaliser avant de pouvoir la vendre. Ève Netchin. En vérité, le projet de cette carte, c'est un projet scientifique. Et c'est la production, la réalisation est éclatante, mais c'est un projet scientifique. Les militaires, eux, ils auraient eu besoin de relief. Pour pouvoir s'en servir, il faut évidemment avoir l'altimétrie. Et ce n'est pas le fort de la carte de Cassini que de donner l'altimétrie. Ça viendra plus tard. Je voudrais continuer de remonter avec vous, Bernard Bèze, le cours de l'histoire à travers cette carte. Que se passe-t-il au moment de la terreur ? La terreur, c'est un moment compliqué pour la cartographie. Absolument. Donc Cassini de Thury, le troisième du nom, a été emprisonné durant 7 mois en 1793. Et 3 de ses associés ont été purement et simplement guillotinés. Lui échappe heureusement à la prison en 1794, il est libéré, mais la carte est tombée dans la main des militaires du dépôt de la guerre, car la patrie est en danger. Et Napoléon lui-même n'a jamais voulu que des cartes détaillées, aussi détaillées que celles de Cassini, puissent tomber entre les mains de l'ennemi. Ève Netchin. En vérité, c'est grâce au fait que cette carte est passée dans les mains du dépôt de la guerre qu'on a maintenant des archives à l'IGN qui nous permettent de comprendre l'ensemble de la réalisation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour qu'on mesure à quel point cette carte-là fait rupture dans l'histoire de la cartographie, à quel point justement il y a un avant et après carte de Cassini ? La volonté de représenter le royaume, elle est plus ancienne. Mais c'est dans la période des années 1730 qu'il y a une forte volonté de centralisation en France et de regard de l'État sur le besoin, de besoin de statistiques, de besoin de représentation. Et la carte de Cassini en est le résultat, à la fois flamboyant et en même temps extrêmement rapidement dépassé du point de vue des chemins, du point de vue de tout ce qui bouge en France. Et beaucoup de choses bougent sur le territoire français à cette période. Donc cette carte est à la fois une étape fondamentale et en même temps elle est immédiatement devenue inutilisable. Vous êtes d'accord, Bernard Bèze, c'est une rupture fondamentale, mais une rupture éphémère ? Oui, parce que Cassini pensait réaliser, faire 10 cartes par an. Et donc, ça aurait dû durer 18 ans, et en réalité, ça a duré plus de 40 ans, puisque ça a commencé en 1749, les levées sur l'île de France, et ça s'est terminé au moment de la Révolution. Et on ne parle pas de la gravure, qui, elle, s'est échelonnée jusqu'à 1815, parce qu'il y avait les guerres napoléoniennes, le fait qu'il a fallu cartographier jusqu'à Moscou, etc. Donc, il y avait des priorités plus importantes. Ève Netchin, comment est-ce que l'on conserve un objet comme celui-ci à la Bibliothèque nationale de France ? D'ailleurs, comment cet objet-là arrive-t-il à la bibliothèque ? Et ensuite, comment vous évertuez à tenter de la conserver ? La Bibliothèque nationale de France, ce sont des collections qui, bien sûr, sont d'origine royale, bien sûr, sont fondées sur le dépôt légal. 7 exemplaires de la carte de Cassini, quant à lui, est rentré beaucoup plus tard à la bibliothèque en 1930 par un don, le don Smith-Le Souef. Et ce sont des objets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit sur les sites internet, puisque ces cartes sont pliées et rangées dans des reliures, comme s'il s'agissait d'un mur de bibliothèque avec des reliures de cuir. C'est donc vraiment un autre objet que celui que vous évoquez. On conserve les cartes soit pliées, soit en feuilles dans des portefeuilles. C'est une spécialité, c'est une très grande cartothèque que la cartothèque de la BNF qui a ce type de compétences. Et pourquoi c'est un défi, la numérisation ? On a le sentiment qu'il suffirait presque de déplier ces cartes, de prendre quelques photographies, de les disposer sur Internet ensuite. Non, c'est un défi quand même. Expliquez-nous pourquoi.
La Bibliothèque nationale de France a commencé à réaliser une cartothèque numérique sur Gallica depuis bien longtemps. Cette carte, avec ses 180 feuilles, a été numérisée en 2015. Mais ce que vous voyez sur le géoportail et qui est le résultat de notre collaboration IGN d'un côté, BNF de l'autre, c'est autre chose. Parce que une carte, c'est un objet qui a des bordures et qui comporte des numéros. Et il faut un tableau d'assemblage, les plus vieux le savent, pour comprendre quel numéro il faut se faire servir pour avoir la carte du paysage qui vous intéresse. Géoportail propose autre chose que le site de Gallica, qui comporte la même image de la carte de Cassini, en ayant découpé les bordures et en ayant rejoint pour représenter le territoire l'ensemble de ces cartes. C'est un objet très particulier dans lequel on peut voyager, qu'on peut interroger. La Bibliothèque nationale de France sur Gallica propose autre chose, beaucoup plus près du document original lui-même. Bernard Besse, vous abondez ? Absolument. L'intérêt du continuum géographique qui figure sur le géoportail, c'est d'une part qu'on peut y accéder en rentrant par la commune qui vous intéresse, et d'autre part, on peut naviguer en 3 dimensions. Donc on a l'impression de survoler le paysage du XVIIIe siècle avec les moyens d'aujourd'hui qui sont les ULM, les moyens aériens ou aéronautiques que l'on connaît. Alors que Cassini, ils avaient les pieds au sol, ils se déplaçaient à cheval. Donc on a une vision totalement nouvelle. On a l'impression d'être sur un tapis volant. C'est carrément magique. Je voudrais vous faire entendre la voix maintenant de Théodore Lillo. Il est éditeur chez Conspiration Édition. Il parle de la réédition de la carte de Cassini. On nous a parlé de la carte de Cassini. Donc on a regardé sur Gallica, moi j'ignorais, donc on a commencé à regarder ça. Et on trouvait ça superbe, magnifique. Donc on téléphone à des distributeurs, on dit la carte de Cassini, mais c'est génial comme idée, il faut y aller. Là, évidemment, on regarde les choses sur un ordinateur. Et quand on regarde dans les marges ce qui est indiqué, on s'aperçoit que la feuille fait 95 cm de large et 60 de hauteur. On voit le niveau de détail, on se dit que c'est pas possible de réduire la taille, et là, les ennuis commencent. Arriver à un livre comme ça, comme celui-ci, qui fait 15 kilos, 1,20 m d'envergure sur 70 cm à peu près, 400 En fait, pages. on appelle ça un livre, mais nous, on le considère aussi comme un livre d'art, donc nous, la première préoccupation, ça a été de savoir combien ça coûte de faire un livre pareil. On cherche en France, on s'aperçoit que c'est pas possible, et donc on s'aperçoit qu'en fait, il y a que 2 imprimeurs en Europe qui sont capables de faire des livres de cette taille-là. C'est un travail très compliqué, très long. Et combien de temps ça vous a pris ? En tout, ça nous a pris 2 ans et demi. Ça vous faisait rire, ça vous faisait sourire, même surtout l'arrivée de ce livre immense, énorme, au sein de cette maison d'édition Evnetchine. Pourquoi ? Parce que bien sûr, la Bibliothèque nationale de France reçoit le dépôt légal et que donc on a reçu ce merveilleux volume un peu encombrant. On a donc une multiplicité d'objets cartographiques qui rappellent, qui déclinent cette carte de Cassini. Et celui-là est assez imposant. Bernard Besse, on a aussi voulu faire cette émission pour parler de la cartographie comme mission de service public. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit, en quoi les cartes font partie de ce qui doit échoir et doit rester au sein du service public. Alors les cartes, donc depuis plus de 3 siècles en France, nous avons été à la pointe de ce mouvement puisque ça a influencé aussi bien les Suisses avec la carte Dufour de Guillaume-Henri Dufour que la carte de Ferraris dans les pays au nord de la France. Et puis, la carte a toujours été un instrument de souveraineté nationale. Et aujourd'hui, autant qu'hier, elle le reste. Nous travaillons sur le monde entier avec le ministère de la Défense de façon à être maître de notre territoire, mais aussi connaître celui des autres. C'est aujourd'hui possible avec, évidemment, les satellites où la France a été aussi à la pointe pour l'observation de la Terre, puisque le CNES a envoyé 7 générations de satellites Spot. Ils sont allés plus loin que les Cassini. On utilise le Spot 7. Et puis, il y a aussi les satellites Pléiades, les satellites Sentinelle, etc. Il y a
toute une gamme donc, de satellites qui permettent de faire du traitement d'images. On a un service à l'IGN spécialisé à Toulouse en la matière et qui travaille avec le ministère de la Défense. Evnetchine, on entendait cet éditeur nous dire qu'il s'agissait d'un véritable livre d'art. Est-ce que vous considérez vous-même que la carte de Cassini est un objet d'art à part entière ? Si je me situe au XVIIIe siècle, la période de la carte de Cassini, l'art et la technique et la science n'étaient pas véritablement des domaines distincts. Alors laissez-moi y rester et ne pas faire de distinction. Pensez simplement à l'histoire de l'art, à l'histoire des sciences et à l'histoire des techniques comme des domaines qui se croisent. Et la cartographie, qui est bien sûr un objet virtuel, un objet réédité, est encore aujourd'hui un objet physique que les historiens de l'art, les historiens des sciences, les historiens des techniques viennent voir à la Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu ou à Tolbiac, à François Mitterrand. Et pour ceux qui ne peuvent pas, le meilleur conseil que l'on puisse donner, c'est de monter sur votre tapis volant, sur le site web public Géoportail et de découvrir cette carte fabuleuse, la carte de Cassini. Merci à tous les deux. Bernard Bèze, vous êtes ancien directeur de la cartothèque de l'Institut national de géographie, aujourd'hui retraité. Evnetchine, vous êtes historienne, conservatrice générale et directrice du département des cartes et plans à la Bibliothèque nationale de France. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du soir.